J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Clémentine Maréchal, qu'on avait reçue pour la traduction principalement, pour la première interview de la chaîne, qui va venir nous parler un peu, nous faire un peu on va dire un droit de suite, qui va nous dire un petit peu où on en est de ce qui s'est passé depuis, en fait. Je vous en avais parlé vite fait cet été, on devait en parler plus vite que ça, mais bon, les choses ont fait qu'on en parle que maintenant. Bon, bah, salut tout le monde, bonsoir, ici il fait encore jour, mais donc depuis le Brésil, non, le sud du Brésil. D'abord, je m'excuse pour la prononciation en français qui va être un peu difficile peut-être, parce que j'ai incorporé le brésilien, et du coup c'est assez difficile des fois de faire la traduction instantanée, surtout pour des thèmes un peu techniques, quoi. Mais bah, merci Klitsch pour l'accueil et la disposition pour pouvoir parler un peu de ce qui se passe ici au Brésil autour des Amérindiens, un contexte un peu compliqué. D'ailleurs, je t'avais demandé de voir s'il n'y avait pas moyen de diffuser un peu les mobilisations qui ont eu lieu ces derniers mois, avec des grosses manifestations à Brasilia, de plus de 5 000, 6 000 Amérindiens qui se sont mobilisés contre la votation du marco temporal. Marque temporel, je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça, mais l'idée c'est un peu d'expliquer ce que c'est que cette loi et à quoi elle est liée finalement, aux intérêts de l'agro-business, comme j'imagine que vous le savez tous, et un peu de discuter les mobilisations des Amérindiens. Et puis l'idée, c'est aussi de faire un débat. En fait, l'idée que j'avais eue les semaines passées, c'était surtout de faire un appel à solidarité aux Amérindiens. Alors là, la mobilisation, elle est un peu descendue parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que le Suprême Tribunal fédéral a décidé de ne pas voter tout de suite le marco temporal. Je ne sais pas si je commence. On va revenir un peu doucement. Salut Octoven. Donc, on va revenir un peu sur tout ça. Donc, la dernière fois qu'on s'est eu en interview comme ça, c'était en mars. Dans des conditions un peu particulières. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, vous avez l'ancienne interview qui, le bot remet l'ancienne interview si vous voulez la retrouver. On s'était retrouvé en mars du coup pour discuter avec Irasema, qui est donc une leaduse chamane, un peu les deux, voilà, amérindienne, du peuple Kaigan. À chaque fois, j'ai l'impression de mal prononcer le nom de ce peuple. Je suis désolé. Voilà. Kaigang. Et donc, les conditions devaient au départ être que elle était à Rio, je crois. C'était ça le projet. Non, c'était à Porto Alegre. Et elle n'a pas pu parce que il s'avère que toute une partie de personnes, de sa famille, de ses amis, tout ça, se sont fait expulser de chez eux. Et donc, on a fait l'interview depuis un campement de fortune, en fait, tout simplement, où ils se connectaient un peu à l'arrache. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'ils ont pu retrouver leur logement? Comment ça s'est passé par la suite de ce point de vue-là, déjà? Je sais que je demande à remonter. Non, je sais pas si c'est exactement ça en fait. Iracema, elle était dans une récupération de terre à Canela, qui se trouve en fait, c'est dans les montagnes, les petites montagnes, on appelle ça les montagnes de la région du Rio Grande do Sul, du sud du Brésil. Et en fait, cette récupération de terre, elle a commencé depuis plus de 10 ans, en 2008, et à ce moment-là, les Amérindiens, les Kaigangs, ont été expulsés effectivement. Ils sont retournés, ils ont été réexpulsés en 2018. Et à l'époque, c'était le père de l'actuel leader, en fait, qui était, on va dire, qui est la figure la plus protagoniste du mouvement, quoi. Et il est mort en 2018. Et après sa mort, son fils, donc un de ses fils, Mauricio Salvador, a pris les devants et a décidé de récupérer cette terre-là. Et cette terre-là, en fait, elle est située, ce bout de terre, en tout cas, est situé dans ce qu'on appelle la forêt nationale de Canela. C'était, jusqu'à il y a très peu de temps, un domaine estatal de l'État, donc qui appartient à l'État, à l'Union, on appelle ça ici. Donc protégé? Théoriquement? Ouais, Théoriquement, protégé, justement, on va revenir un peu là-dessus, mais... mais
mais qui finalement est passé par une concession pour être privatisé, en fait. Et ça c'est en mai 2021, il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est autorisé la concession de ces terres-là pour la privatisation. Notamment autour des intérêts du tourisme, parce que c'est une région très touristique, on dirait une Disneyland, c'est un peu Disneyland, ouais, là-bas, alors que c'est un climat un peu comme en Europe, en fait, c'est assez bizarre. Mais bref, et ils ont quand même résisté, les Amérindiens sont toujours là, en essayant de voir qu'est-ce qui va se passer, non, s'il va y avoir des négociations possibles. Parce que là je repars un peu sur autour des lois La marco plus temporale, générales, en fait. etc. Et Voilà. voilà. Et depuis 1988, c'est l'époque où, après la dictature en fait qui se termine en 85, il y a toute une période de entre guillemets redémocratisation, de transition, etc. Et dans les années 70, on a vu la naissance des mouvements amérindiens relativement forts, que ce soit autour de la création d'organisations, de mouvements sociaux dirigés par les Amérindiens, et aussi des grandes assemblées où d'ailleurs on va dire des organisations plus ou moins religieuses liées à la théorie de la libération avaient pas mal d'importance, ont impulsionné un peu ce genre de mouvement. Et il y a eu les premières récupérations de terres qui ont commencé, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois, au sud du Brésil. Et bon, à partir de là, qu'est-ce qui se passe en 88 dans la nouvelle constitution? On donne enfin des droits territoriaux et des droits à la différence culturelle et sociale aux Amérindiens. C'est-à-dire qu'on reconnaît leur existence en tant qu'Amérindiens, en tant que peuple différencié, et aussi, et surtout, leurs droits territoriaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des commissions qui commencent à se monter pour pouvoir démarquer en fait les terres amérindiennes. On appelle terra indigène. Au travers de la Fondation nationale des Amérindiens, la FUNAI, qui est en fait l'organisme qui est responsable pour s'occuper de cette gestion finalement, de faire l'intermédiation entre les peuples amérindiens et on va dire le président de la République, enfin l'État. Mais c'est une institution étatique. Je ne sais pas comment on dit en français. Étatique. Étatique. Donc du coup, il y a des premières démarcations de terres, mais bon, elles sont jamais gratuites dans le sens où c'est toujours par la pression que les Amérindiens réussissent à récupérer leurs terres finalement. Et l'idée, c'était que je crois qu'en 7 ans ou en 5 ans, toutes les terres amérindiennes devraient être démarquées. Alors, ça s'est évidemment passé pas du tout comme ça. Quand tu dis démarqué, tu veux dire marqué sur une carte, quoi. Reconnu. Oui, reconnu, protégé, si tu veux, que les Amérindiens puissent retourner sur ces terres-là et avoir aussi la possibilité de les défendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des terres amérindiennes qui sont délimitées, qui sont démarquées, qui sont homologuées par l'État, mais il y a constamment des invasions de la part de ce qu'on appelle les garimperos. Garimperos, c'est des chercheurs d'or, on va dire. Surtout dans des territoires au nord, là, à la frontière du Venezuela, par exemple, avec les Yanomami, où il y a d'ailleurs eu il y a encore beaucoup d'épidémies qui se propagent. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs sur toute l'Amérique du Sud, en fait. C'est quelque chose qu'on trouve au Venezuela, au Brésil, même sur les territoires français. En Amérique du Sud, on a les mêmes problèmes avec des grosses compagnies, notamment canadiennes, il me semble. Mais voilà, je te laisse reprendre ton fil là. Oui, donc ce que je disais, par exemple, dans le Sud, encore aujourd'hui, non, il y a des terres amérindiennes qui ont été délimitées et démarquées, mais il y a, par exemple, ce qu'on appelle arrendamentos, non, ce serait en fait des loyers que les propriétaires terriens ou leurs descendants, enfin bref, des acteurs locaux, on va dire, ils louent les terres aux Amérindiens, non? Enfin non, c'est les Amérindiens, ils louent les terres aux acteurs locaux pour pouvoir récupérer la production, en fait. Et ça, c'est une pratique qui s'est développée avec l'organisme que je parlais tout à l'heure, la FUNAI.
Ça, c'est une pratique qui a eu lieu, qui a été implémentée par les propres fonctionnaires publics, en fait. D'accord. Donc en fait, on a dans le service public, service de protection des Amérindiens, de protection entre guillemets, qui allait de 1910 à 1967 et après qui s'est perpétué par la FUNAI. C'était un système d'exploration des Amérindiens par l'État, en gros, pour résumer. Ouais, c'est ça. Et ces pratiques continuent d'exister sans la médiation finalement de l'État aujourd'hui. Pour montrer un peu même les limites d'une propre démarcation de terre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on va dire, depuis 2015, depuis le 2015, en fait, on a un désir de la part de certains secteurs du gouvernement, on va dire, si tu veux, changer un peu la politique de démarcation des terres des Amérindiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques temps, c'était la responsabilité en fait du ministre de la Justice, parce que la FUNAI, qui est chargée de faire tout ce procès, elle est liée au ministère de la Justice. Donc en fait, le ministre de la Justice, il recevait après les premiers rapports faits par les anthropologues engagés par la FUNAI, il recevait le rapport de ce qu'on appelle l'Aldo Antropologico, c'est un rapport anthropologique qui prouve en fait que les Amérindiens, les groupes amérindiens qui revendiquent ces terres-là, ils y appartiennent. Donc, après ça, le ministre de la Justice devait donner sa signature pour dire bon, c'est bon, on démarque la terre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que généralement, sur ces terres-là, il y a aussi d'autres acteurs. Des propriétaires terriens, des fois, c'est des petits propriétaires terriens, des fois, c'est des grands propriétaires terriens. Oui, parce que quand on dit grand, c'est ce que tu m'avais expliqué, c'est des territoires de la taille d'un département, ou des choses comme ça, quand on parle de grands propriétaires terriens, dans ces cas-là. Oui, ou moyen, enfin, ça dépend. Pas tous les grands propriétaires terriens ont un département qui leur appartient, mais je veux dire, il y a des gros intérêts derrière, on va dire, économiques, locaux, et parfois même transnationaux qui rentrent en dispute, parce que comme vous le savez, l'État et le capital sont extrêmement liés, donc il y a des impasses à ce niveau-là. Et après donc le ministre de la Justice, si il signe finalement en faveur de la démarcation des terres, après le procès passe pour une évaluation d'indemnisation, en fait, d'indemnisation des propriétaires, des ex-propriétaires en l'occurrence, qui sont sur les terres, et puis de les reloger, les reloger dans un autre endroit. Ensuite, bon, ça c'est la partie un peu difficile parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anthropologues, ou si on peut appeler ça comme ça, des gens qui vont faire un contre-rapport, c'est-à-dire qu'ils vont faire un rapport contre les Amérindiens et qui vont légitimer finalement la présence historique, blablabla, des propriétaires, des ex-propriétaires terriens sur les terres. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de processus qui sont un peu difficultés par ça. Et l'homologation finalement par le président ou la présidente de la République est difficile généralement de se faire. Aujourd'hui, en 2015, il y a eu un projet d'émende constitutionnelle, c'est-à-dire un projet qui voulait modifier la Constitution pour pouvoir faire en sorte que le ministre de la Justice ne soit plus chargé des démarcations de terres, mais que ce soit le ministre de l'Agriculture. D'accord. Vous imaginez le ministre de l'Agriculture au Brésil en essayant de démarquer des terres amérindiennes. Ça allait pas vers le bon sens. Non, il y a eu des grosses mobilisations nationales, amérindiennes. Ici à Porto Alegre, je me souviens, il y a eu des confrontations avec la police, enfin bref. Une série de mobilisations, finalement, c'est pas passé. Et en 2017, il y a ce projet du Marco Temporal. Le Marco Temporal, c'est un peu différent. C'est l'idée que tous les groupes amérindiens qui n'étaient pas en possession, n'étaient pas sur les terres qu'ils revendiquent en 1988, ne pourraient pas avoir leur territoire démarqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, comme j'expliquais la dernière fois, il y a beaucoup de récupérations de terres qui ont eu lieu après 1988. Parce que les Amérindiens ont été expulsés de leurs terres, la plupart, non? Et le retour sur leurs terres, c'est un processus. C'est de la lutte. C'est par la lutte qui requiert un peu...
voilà, qui vient c'est un mouvement de lutte qui se contamine et qui passe aussi par une espèce de conscientisation de l'histoire même, hein, on peut rappeler une récupération de l'histoire aussi, c'est-à-dire Oui, parce que une recherche de qu'est-ce qui s'est passé finalement avec mes ancêtres. Non, et à partir de là, ces récupérations, elles commencent à se multiplier. Non. Aujourd'hui, il y a, là, par exemple, en 2 semaines, ici dans le sud, là, près de Porto Alegre, il y a eu 2 récupérations de terre qui sont réalisées. Une Guarani et une Kaigang. Donc c'est quelque chose qui est en construction permanente, non, surtout depuis les 10 dernières années, on va dire. Mais donc le marco temporal, en fait, c'est ça, ça met fin à toute possibilité de reconnaissance de ces territoires qui ont été récupérés après 1988. Donc c'est quelque chose qui, en fait, alors, au niveau... si je le résume pour les gens qui connaissent pas nécessairement la question, qui nous regardent, le marco temporal, c'est une reconnaissance des terres et une protection de ces terres, mais à un moment donné dans le passé, qui est complètement hors de l'actualité, qui est complètement hors du temps et qui reste dans le déni de la négation de l'histoire des peuples d'Amérique du Sud, enfin notamment du Brésil en l'occurrence, mais... Et en fait, la marque temporelle, la marque temporelle, bref, ne reconnaît rien du tout. Seulement limite, en fait, seulement dit, après les terres récupérées après 1988 ne peuvent pas être reconnues comme terre indigène, comme terre amérindienne. D'accord, mais c'était pas vendu comme une protection de celles qui ont été récupérées jusqu'à ce moment-là? Ah, d'accord. Non, parce que ces terres-là, elles sont déjà homologuées la plupart. D'accord, ok, donc moi j'avais... Le marco temporal ne dit même pas, on va homologuer toutes les terres qui ont été récupérées avant 1988. Non. Ouais, d'accord, ok, bon, tu vois, c'est l'info que j'avais, donc... Enfin, disons, c'était l'habillage que j'avais perçu. Mais du coup, même ça, c'était faux, en fait. Et bon, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec ça, il y a plusieurs projets de loi qui sont en train d'être passés par le Congrès national, dont une qui s'appelle le projet de loi PL 490, qui, je vais résumer, en fait, dit que pour démarquer une terre, c'est-à-dire pour reconnaître une terre amérindienne, il faut créer une loi spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de loi générale qui puisse, je ne sais pas, par exemple, comme c'est maintenant, c'est-à-dire il faut faire un rapport anthropologique et si les critères correspondent, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas délimiter, démarquer les terres. Donc ça isole les peuples les uns des autres, en fait, un truc comme ça. En plus, oui, c'est vrai que ça peut faire ça, mais surtout, imagine une loi pour chaque territoire à faire démarquer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait de futurs territoires amérindiens démarqués, parce que le temps que ça prend, on sait très bien que la justice, elle est super lente quand c'est à la faveur des peuples les plus opprimés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de territoires amérindiens reconnus. Donc, en fait, les Amérindiens, quand ils se mobilisent à partir là de fin juin, c'est contre un peu tous ces projets qui sont en train de passer au niveau du gouvernement Bolsonaro pour essayer de se défendre, quoi, pour essayer de se protéger. Et donc, le marco temporal, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact. Au niveau plus des Amérindiens qu'autre chose, parce que la presse a quand même fait tout pour cacher ce qui était en train de se passer. Hein. On parlait de tout, mais on ne parlait pas du tout du marco temporal, ou très peu. Quoi. Même alors qu'il y avait plus de 6000 Amérindiens mobilisés à Brasilia le 30 juin. Quoi. Et puis dans les mois qui ont suivi, hein, il y a eu d'autres commissions qui sont revenues. Je ne sais pas si vous imaginez, mais le Brésil c'est grand. Donc, quand tous les Amérindiens, ou presque des représentants de chaque ethnie se mobilisent pour voyager jusqu'à Brasilia, c'est une dépense énorme en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de... il faut laisser le territoire qui peut être aussi finalement en danger. Parce qu'on parle, bien sûr, les lois, tout ça, c'est quelque chose de très dangereux pour les Amérindiens, mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau local. Et avec les menaces du marco temporal, là, il y a beaucoup d'Amérindiens
qui ont été, surtout des leaders, hein, qui ont été attaqués. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de la subjectivité, au niveau des pensées des gens contraires, finalement, hein, des propriétaires terriens et tout. Juste laisse-moi terminer. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette subjectivité-là? Ils pensent, ah, comme le marco temporal va passer, en fait, j'ai le droit, moi, d'envahir la terre des Amérindiens. Et du coup, on arrive avec un pistolet et voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans plusieurs endroits du Brésil, en fait. Ouais, c'était ça que j'allais te demander. Quand tu dis attaquer, on est d'accord qu'on ne parle pas des attaques médiatiques. Ça, il y en a évidemment, puisque les médias sont majoritairement aux mains des milliardaires. Mais quand tu dis attaquer, on parle d'attaques physiques réelles avec armes à feu et milices engagées, quoi. Oui, oui, on parle pas d'attaque médiatique. C'est vrai que des fois, j'ai un peu tendance à oublier, mais c'est vrai que dans toute l'Amérique latine, et je pense que dans tous les peuples plus ou moins anciennes colonies, la violence, elle est tellement naturalisée que des fois, on oublie que c'est quelque chose qui est moins fréquent ailleurs. Mais c'est vrai que non. Et je parle aussi, donc bien sûr, ouais, des assassinats de leaders amérindiens, mais aussi quelque chose d'assez fort, c'est quand ils engagent en fait des mercenaires, on appelle ça, hein, la sécurité privée, pour aller brûler ce qu'on appelle on va dire les maisons spirituelles ou les endroits, les lieux sacrés construits par les Amérindiens. Ils font ça beaucoup dans le Mato Grosso do Sul avec les Guarani Kaiowá. Je pense que vous avez peut-être entendu déjà parler parce que c'est quelque chose d'assez divulgué, je pense, diffusé. Bah, récemment, il y a eu de nouveaux cas comme ça. Dans ce que j'allais dire, c'est que c'était effectivement dans le documentaire que tu n'as pas pu voir puisque tu n'as pas accès. Justement, ils en parlaient justement de toutes ces attaques-là. Alors, il n'était pas actuel parce que ça a pris 9 ans, je crois, à faire ce documentaire-là. 9 ans de tournage, mais justement, il revenait un peu sur les méthodes miliciennes de mercenaires, effectivement. Comment est-ce qu'ils engagent des mercenaires? Comment est-ce que y a une police de protection qui existe et où on les voyait brûler des tracteurs sur place parce que impossible à déplacer. Enfin, on voyait comment la lutte se faisait, pas simplement en manifestation. Ça se faisait concrètement par de la violence armée et des fraudes, de la corruption, des choses comme ça. Je te laisse reprendre. C'était juste pour préciser effectivement, on en a entendu parler de ces méthodes-là. Oui. Voilà. Après, qu'est-ce que j'allais dire? J'insiste un peu sur le côté de la... Je sais pas si de la subjectivité, mais genre le fait... comment ces dernières années, finalement, il y a... avec Bolsonaro, mais pas seulement, avec l'agro-business qui en découle, hein, comment les gens ont finalement incorporé et naturalisé la violence envers les Amérindiens. C'est-à-dire que c'est des corps, c'est des personnes qu'on peut violer finalement. Et à côté de ça, quand même, il y a une résistance et pas seulement une résistance, hein, un protagonisme qui est de plus en plus fort, surtout des femmes amérindiennes d'ailleurs. Mais par exemple, là, il y a... je parle protagoniste, t'entends quoi par protagoniste? J'arrive pas à trouver le mot spécial en français, mais... des gens qui... Ok, d'accord, des leaders, enfin des... Oui, en tout cas, par exemple, on va dire que les Amérindiens aujourd'hui au Brésil, c'est les seuls, j'ai l'impression, moi, c'est presque que les seuls qui confrontent et s'affrontent au gouvernement de Bolsonaro. Si on voit une mobilisation de plus de 6000 Amérindiens à Brasilia en plein 7 septembre, c'est le jour de la fête nationale ici. C'est-à-dire que c'était aussi le jour où Bolsonaro et compagnie étaient dans les rues, histoire de vouloir un peu tensionner. Parce qu'au niveau national, il y a aussi des choses assez bizarres. Hein. L'institution qui est responsable pour juger le marco temporal, c'est ce qu'on appelle le Suprême Tribunal Fédéral. C'est l'ultime instance juridique auquel on fait appel les Amérindiens pour pouvoir finalement ne pas
voir leur territoire disparaître, quoi. Et c'est aussi l'institution que Bolsonaro veut détruire, quoi. Veut annihiler, bref. Donc en fait, au même temps qu'il y avait les Amérindiens, c'était la manifestation des femmes amérindiennes à l'époque, le 7 septembre là. En même temps qu'il y avait cette manifestation-là à Brasilia, il y avait la manifestation pro-Bolsonaro, fasciste à fond, dans le même espace. Alors vous imaginez un peu la tension qu'il y avait, parce que bien sûr, les fascistes n'aiment pas forcément les Amérindiens, et surtout les Amérindiens. Ouais. Bizarre. Mais je parlais parce qu'il y a eu des cas aussi de féminicide, d'ailleurs des jeunes femmes amérindiennes qui ont été violées et assassinées. Très récemment, il y a une Kaigang d'ailleurs, qui a été retrouvée violée, assassinée il n'y a pas très longtemps là, dans le Rio Grande do Sul. Alors après, on a retrouvé finalement la personne qui avait fait ça, et il a assumé qu'il c'était quelqu'un qui détestait les Amérindiens. Oui. Bah c'est comme c'est régulier en fait ce genre d'assassinat, puisqu'on en avait parlé déjà avant l'interview qu'on avait faite en mars, de la femme qu'on avait trouvée dans la rue avec une croix gammée sur le ventre. Il n'y avait pas un truc comme ça? Une croix gammée tracée au couteau. Ils avaient, c'était presque, je vais caricaturer parce que c'était pas aussi ridicule que ça, mais c'était presque ça. Ils avaient conclu à l'accident ou un truc comme ça. Le flic qui était responsable de l'affaire avait dit qu'elle l'avait fait soi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est quand même aussi ridicule qu'un accident. Mais oui, par exemple, j'allais reprendre un autre cas. C'était en 2015, je crois. Un bébé Kaigang, pareil, je parle des Kaigang parce que c'est vraiment le coin que je connais, les gens que je connais le mieux. Alors, excuse-moi, je vais te laisser reprendre cette histoire, je vais juste faire un truc. Donc vous l'aurez compris, chers spectateurs, que ce soir, on va parler des propos des fachos, et pas que des propos, on va parler des actes. Donc la soirée entière risque d'être ponctuée de choses comme ça. Je comprendrais tout à fait que ce soit trop violent pour vous et qu'il vous faille prendre du recul, tout ça, mais là on va parler concrètement de ce qui se passe au Brésil. Donc voilà, soutien aux Brésiliens, et je te laisse la parole à nouveau. Non, j'allais reprendre le cas, oui d'ailleurs, parce que c'est un cas assez trash, hein, si on peut dire, d'un bébé amérindien qui a été dégaulé, c'est-à-dire, je sais pas comment on appelle ça, avec un couteau sous la gorge, quoi, en 2015. Égorgé. Dégorgé, voilà, c'est ça. Alors qu'il était avec sa mère était en train de l'allaiter, et ils étaient en train de vendre des articles de l'artisanat dans la station de bus d'une petite ville de Santa Catarina. Bon, c'est des cas comme ça, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Je dis pas ça pour faire du sensationnalisme, mais juste histoire de montrer qu'en fait, il y a d'un côté le gouvernement qui est totalement contre les Amérindiens, même les institutions qui sont censées finalement les défendre et défendre leurs droits sont contre les Amérindiens. Et ça, finalement, ça a aussi sa manifestation au niveau de l'opinion, on va dire, publique, et la subjectivité des gens, surtout dans l'intérieur, non, pas moins dans les grandes villes, mais dans les intérieurs, finalement, où on a une vision de l'histoire très déformée de la réalité. Je veux dire, à l'école, les Amérindiens, à l'école, on enseigne très peu ou très mal l'histoire des Amérindiens. Donc, forcément... Est-ce qu'elle est bien connue déjà, cette histoire? Parce que avant de l'enseigner bien, il faut déjà bien la connaître. Et comme on voit, la violence coloniale, elle est notamment celle d'effacer l'histoire. On la voit avec tout le Maghreb, ou l'Algérie particulièrement pour la France, où on a des personnages comme Éric Zemmour qui disent que de toute manière, avant la colonisation, ces pays-là n'avaient pas d'histoire, ce genre de propos absolument immondes. Et qu'on peut voir la même chose du coup en Amérique du Sud. Et avant de l'enseigner, tu parlais tout à l'heure de la réappropriation de l'histoire, notamment via leur lutte.
Voilà. Oui, bah ça je pense que c'est un combat que nous, en tant qu'anthropologues, historiens, chercheurs, entre guillemets, on doit s'allier aux Amérindiens qui, eux aussi, maintenant surtout, commencent à produire de la connaissance, c'est-à-dire entrer dans les facs et aussi finalement euh, s'indigner contre une tradition historienne, anthropologique qui finalement a nié leur propre savoir, leur propre connaissance, non, et leur propre histoire aussi. Et pouvoir écrire finalement l'histoire en leurs propres termes. Alors là, on parle d'une déconstruction aussi de la pensée finalement hégémonique occidentale aussi. Mais cette histoire-là, elle est aussi effacée, et je vois ça beaucoup, sur le propre territoire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai fait ma thèse dans une terre amérindienne en dispute, hein, c'est-à-dire que c'est une récupération de terre, elle n'est pas légalisée. Et donc, il y avait des conflits permanents. Et qu'est-ce que faisaient les propriétaires qui voulaient que les Amérindiens n'aient pas accès à leur territoire et se retirent de cet endroit-là? Simplement, par exemple, il y avait un araucaria. L'araucaria, c'est l'arbre des Amérindiens Kaigang, non? C'est l'arbre sacré. Ils coupaient les araucarias. Ou ils détruisaient la terre, même pas forcément dans le besoin d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va détruire 1 hectare de terre. Tu vas pas planter de la soja sur 1 hectare. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu effaces toutes les traces, toutes les marques finalement territoriales qui lient les Amérindiens à leur territoire. Donc c'est une façon finalement d'effacer l'histoire aussi. En tout cas, de vouloir l'effacer. Non, il y en a plusieurs comme ça. Hein. C'est-à-dire, c'est assez drôle. Vas-y. C'est ce qu'on appelle un génocide culturel, tout simplement. Génocide, oui, pas seulement culturel, c'est génocide parce que finalement, quand tu t'imagines que pour ces populations-là, le territoire, c'est le centre de la vie, effacer et détruire le territoire ou les expulser de leur territoire, tu les tues comme ça. Ouais. Donc, c'est Oui, pas. J'enlèverais c'est- le culturel, l'adjectif culturel au génocide, ouais. D'accord. Tu as le salut de Hicham, qui est sur le chat. Oh, bonjour Hicham. Donc, Bonsoir. je vais profiter, pardon, hein, le terme n'est pas le bon, mais qu'on parle du génocide pour parler du tribunal de la plainte qui a été déposée justement pour génocide par les Amérindiens. Mhm. Je te laisse expliquer un peu le contexte de cette plainte, qui a posé plainte, comment, auprès de qui, etc. Ah bon, en vrai, je suis pas vraiment super bien informée. Je sais vraiment que donc je pourrais pas vraiment détailler, mais si je me trompe pas, il y a une commission de plusieurs leaders amérindiens qui ont voyagé. Alors, je sais pas, je pense que c'est à l'ONU, non, à l'ONU, qui ont déposé une plainte contre le gouvernement du Brésil et de Bolsonaro en alléguant que les pratiques génocides pendant la gestion du Covid. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. De ce que j'en ai lu, c'est ça. Je crois que c'est à La Haye, le tribunal de La Haye, C'est non? le C'est pas ça? tribunal de La Haye, ouais. Voilà. Donc en fait, bon, bah, c'est sûr que la politique de gestion du Covid de Bolsonaro a fait de nombreux dégâts, entre autres au sein des Amérindiens, entre autres au niveau de vouloir vendre à tout prix de la chloroquine, je crois que ça s'appelle comme ça aussi en français. L'hydroxychloroquine, ouais. Donc, voilà, un médicament qui n'est pas du tout reconnu ni par la OMS comme, Ben, comme justement, un médicament pour, hein? pouvoir soigner le Covid. Non, ça vient de France. Non pas le médicament, mais le fait que ça a été présenté comme une solution miracle, ça vient notamment de France, d'un odieux personnage prénommé Didier de nom Raoult, qui a notamment, il y a eu des affaires qui sont sorties récemment sur des pratiques de médecine totalement non éthiques, d'expérimentation sur des humains qui ne sont pas éthiques et de choses comme ça. Donc, on va juste clarifier les choses. Non, ça n'a pas marché en Afrique. L'hydroxychloroquine n'a pas marché, c'est un mensonge. On va clarifier les choses directement. Je te relaisse la parole.
Non, et ça marche pas non plus au Brésil ni avec les Amérindiens, parce qu'on a eu quand même des cas où moi, vu que je suis en contact quand même avec pas mal d'Amérindiens, et beaucoup d'aldéas de territoires ont été infectés par le Covid, parce que je peux pas dire aux Amérindiens, bon, bah, vous mettez votre masque, vous vous enfermez dans votre chambre et vous sortez pas. Pas possible, hein. Il y a une vie collective qui fait que, bon, il faut protéger tout le territoire. Et il faut éviter au maximum qu'il y ait une personne qui soit infectée. Parce que s'il y a une personne qui s'infecte, la plupart va être infectée aussi. Et c'est ça un peu qui s'est passé. Ouais, et Et puis il y avait aussi un, un problème avec le vaccin, notamment où ils se méfiaient des autorités, etc. Et on en avait parlé vite fait, et qui oui, fait qu'ils se méfiaient énormément du vaccin, qui aggravait du coup leur situation. oui, parce qu'il y a eu beaucoup de messages, notamment diffusés par l'Église évangélique, qui diffusaient ce genre de trucs comment que le vaccin allait faire en sorte allait faire, si tu allais te faire vacciner, tu allais te transformer en crocodile. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu ça qui s'est diffusé au niveau des peuples amérindiens. Alors bien sûr, la plupart N'ont pas cru ça, ont pas évidemment, mais... on va incorporer ce discours-là, mais après, il y a pu avoir certaines personnes, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, qui voulaient pas forcément se vacciner, pas forcément à cause de l'Église évangélique et des discours anti-vaccins, mais aussi parce que quand on est dans un processus de récupération des terres et de récupération aussi des savoirs traditionnels, ou quand on a toujours vécu dans un système médical qui est plus enraciné dans on va dire dans les savoirs liés à la forêt, liés à la nature, on va se protéger avec ces médecines-là. Donc, mais je pense que c'est très minoritaire le nombre d'Amérindiens qui finalement ne sont pas vaccinés, je pense. Oui, non, mais effectivement, Enfin, j'espère. on avait lu quelques articles ici au sujet du Covid et des dégâts sur les Amérindiens. Non, Et... il y a eu beaucoup d'Amérindiens qui malheureusement sont morts à cause du Covid-19. Ouais. Il y a une question du chat qui est est-ce que, à ton avis, Lula, qui du coup a été innocenté il n'y a pas longtemps, je me doute un peu de ta réponse, mais est-ce que, à ton avis, Lula peut faire mieux s'il est élu en 2022 pour les natifs américains du Brésil? Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand il était au pouvoir, Lula, pour les natifs américains? Bon, faire pire que Bolsonaro, c'est difficile, hein. Donc Je bon, crois, ouais. je sais pas si mieux, mais pire, je pense que ce sera un peu difficile. Après, moi, c'est une question que je pose aussi aux Amérindiens parce que j'étais pas là dans les gestions de Lula, donc j'ai pas vu ça directement. Mais la plupart disent que Lula, dans le sud du Brésil, je veux dire, parce que dans le nord, je connais moins, mais dans le sud du Brésil, la plupart des Amérindiens disent que Lula n'a absolument rien fait pour démarquer les territoires. Alors bien sûr, hein, il y a des politiques assistantialistes, ce qu'on appelle la Bolsa Familia, Qu'est-ce que Minha c'est, ça? Casa Minha Vida. Bolsa Familia et Minha Casa Minha Vida, c'est des bénéfices sociaux comme on a en France, bon, en beaucoup moins gros, mais on va Oui. dire les femmes avec des enfants peuvent avoir D'accord, c'est des allocations, c'est c'est des du... droits sociaux, on va dire en Ok, gros. Et Minha Casa Minha Vida, c'est pour les gens qui n'avaient pas de logement, d'avoir finalement un logement très pas cher et très rapidement. ok, Une, d'accord. une maison qui t'appartient en fait. Voilà. Sauf que bon, bah, les Amérindiens ont besoin de politiques différentielles, non différenciées. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils demandent, hein, surtout au niveau ils veulent leur territoire. C'est ce qu'ils demandent et c'est ce qui est la base en fait de la vie sociale des Amérindiens. Tu peux promettre des droits sociaux, des allocations, tout ça aux Amérindiens, c'est seulement réaffirmer une politique de dépendance. Et c'est ce qui est critiqué par beaucoup d'Amérindiens en disant non, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas l'État qui nous assiste, c'est notre propre autonomie. Donc, en Ça, c'est fait, des discours qui commencent à surgir.
Je vais faire un parallèle peut-être abusif. N'hésitez pas à me corriger le chat si vous connaissez un peu mieux le sujet que moi. Je vais faire un parallèle avec les natifs qu'on trouve en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Eux, en gros, tu me dis hein, si j'ai bien compris, eux, ce qu'ils veulent, c'est plus ou moins avoir une réserve, un endroit qui leur appartient à eux. À la différence, bah, c'est pareil, au Canada, il y a le même problème, c'est que ils ont en partie pas le droit de travailler, enfin, il y a des problèmes sur leurs droits. Et leur idée, elle est sur ce modèle-là, avec plus de liberté de gestion au sein de ces territoires, si j'ai bien compris. Déjà, le mot réserve, je pense qu'il n'est pas forcément Non, adapté, parce qu'une réserve, c'est une réserve de quoi, non on critique même aux politiques nord-américaines. Et même ici, il y a aussi déjà des territoires qui sont connus comme réserves. On va dire la réserve, c'est une réserve de quelque chose qui puisse servir finalement plus tard au développement, au progrès. On est d'accord que je ne cautionne pas le terme réserve, je l'utilise parce qu'il est utilisé, mais oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je pense que le territoire, comme je dis, ça peut garantir l'autonomie, mais c'est pas la seule chose qu'il demande. Il demande aussi de pouvoir avoir accès à la fac, avoir accès à une santé, finalement une santé parce que les Amérindiens, ils peuvent avoir aussi le droit d'avoir accès à la santé publique brésilienne, on va dire, aussi. C'est pouvoir avoir un système un peu hybride finalement. Parce que là, ils n'ont pas accès à la santé? Si, mais je veux dire, ils vont revendiquer aussi une santé, un accès à la santé différencié, c'est-à-dire qu'ils puissent valoriser les savoirs traditionnels. D'avoir par exemple des chamans dans les hôpitaux, comme il y a au Mexique. Par exemple, il y a des hôpitaux interculturels au Mexique qui fonctionnent comme ça, d'avoir par exemple des accoucheuses traditionnelles, etc. Avoir un système public qui incorpore les savoirs traditionnels. Donc ça ne se limite pas seulement à un bout de territoire et un bout de terre, parce que je pense que la lutte amérindienne, elle extrapole aussi ça. C'est aussi pouvoir finalement changer la vision et la pensée des Brésiliens en rapport à leur relation avec les Amérindiens. D'abord, savoir qu'ils existent, hein, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ne savent même pas que les Amérindiens, encore aujourd'hui, existent. Donc il y a beaucoup de pain sur la planche, on peut dire, quoi. Et pour repenser à Lula, pour repartir sur la question du chat sur Lula, on verra. Après, Lula, c'est le gouvernement qui a moins démarqué de terres amérindiennes à l'époque de sa gestion, ce qu'on pense. Donc, à mon avis, ça va être un peu difficile parce que je pense que si Lula est réélu, ça c'est mon opinion personnelle, il va devoir faire une politique d'alliance et de gestion assez compliquée avec la droite et la centre-droite qui aujourd'hui est majoritaire au Brésil. Donc, à mon avis, ça va être très difficile, même s'il a envie de finalement faire beaucoup mieux que Bolsonaro. Moins pire, j'espère. Beaucoup mieux, je ne sais pas. Ah, moins pire, oui, j'ose espérer que oui quand même. Même si, bon, je sais pas si ça sera bien, mais ça sera moins pire, ça je n'en doute pas quand même. Ce que disent beaucoup les Amérindiens, c'est qu'au moins les gouvernements plus progressistes, on va dire, ils pouvaient ouvrir leurs portes et les recevoir, tu vois. Ouais. Faire en sorte de les reconnaître en tant qu'humains. Après, Bolsonaro, non, c'est une autre politique. C'est la politique de l'intégration où vous n'existez pas, quoi. Donc, voilà. Alors, j'ai vu des articles dernièrement passés en France, j'ai pas eu le temps de les lire, donc j'aurai pas les détails, et je sais pas si tu pourras y répondre, si tu n'hésites pas à me dire que non, hein, si besoin, sur la menace d'un putsch militaire contre Bolsonaro. Est-ce que tu en as entendu parler? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? D'un putsch militaire contre Bolsonaro. Les militaires se rebellaient contre Bolsonaro. Que, en gros, les généraux seraient en train de le lâcher plus ou moins. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Moi non plus. Après, si tu prends la tradition historique au Brésil et que tu regardes un peu les soulèvements qu'il y a eu, les petites révolutions, tu vois qu'en fait, la plupart du temps, c'est les secteurs militaires qui ont finalement fait la différence, quoi. Donc, qui sait? Mais j'ai pas forcément d'informations par rapport à ça. Je peux pas t'en dire plus, quoi.
D'accord. Mais si tu regardes, si tu vois d'une perspective historique la tradition, on va dire, politique des soulèvements ici au Brésil, c'est vrai qu'il y a dans l'histoire, tu as souvent les militaires qui font partie ou qui protagonisent, entre guillemets, les rébellions. Pas toutes, hein, mais Ouais. quelques-unes significatives. Donc il y a un commentaire là qui est qui explique que le Parti des travailleurs brésiliens est très affaibli par rapport à il y a 20 ans, où on parlait justement de la différence de traitement. C'est alors c'est pas des États, mais c'est enfin les régions, je sais plus comment on les appelle au Brésil, du Bah, Nord-Est c'est pas notamment. Si, c'est des des États. États, ouais, qui notamment du Nord-Est sont beaucoup plus progressistes et tu disais où tu m'expliquais qu'il y avait effectivement une différence dans le traitement, quoi, que les États enfin les populations du Nord-Est du Brésil avaient mieux survécu, on va dire. Tu vois pas ce que je dis? Non, pas trop. Enfin, aujourd'hui, au nord-est du Brésil, il y a plus de gens qui votent à gauche. Oui. Après, au niveau des populations amérindiennes, au nord-est, non, au nord-est, on va dire qu'il y a eu. Le nord-est, c'est la région sont arrivés les premiers colonisateurs. Donc, c'est celle qui a été le plus massacrée, on va dire, par la colonisation. Par contre, il y a tout un processus on va dire, d'ethnogénèse et de récupération d'identité, de reconstruction d'identité très forte depuis quelques années. Non alors, si ce mouvement est lié avec la politique progressiste ou pas, ça, c'est des thèmes à être plus investigués, on va dire. Mais oui, en ce moment, il y a beaucoup de récupération des terres, par exemple amérindiennes, des Tupinamba, des Patachors, qui sont des ethnies finalement qui ont été les premières à être massacrées. Donc c'est intéressant de voir ce mouvement de récupération en fait de ce qu'on appelle le chemin du retour ou de retour à la terre et à l'identité. Hein. C'est super intéressant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de manifs en ce moment. Alors tu me disais que tu n'avais pas trop pu suivre l'actualité pour des raisons personnelles, mais du coup j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de manifs en ce moment au Brésil. Tu lèves les yeux, donc ça n'a pas l'air d'être tant que ça. Les informations qu'on reçoit sont très partielles, hein. Tu vois, le tribunal de La Haye, il y a eu un article qui en parlait dans l'Humanité mi-décembre, mi-août, et c'est tout. Et d'ailleurs, pour avoir des nouvelles, je sais pas ce qu'a donné le tribunal, j'en sais rien. Comment est-ce que toi, tu analyses la suite et comment est-ce que les Amérindiens voient la suite, eux, de ces luttes-là? Bon, les manifestations, oui, il y a quelques temps, les gens ont commencé à sortir dans la rue. Alors, on commence à sortir dans la rue en mode procession, hein, c'est-à-dire comme c'est assez traditionnel ici au Brésil. Il y a eu des mouvements, oui, assez grands, on va dire. Mais ça sert, j'ai l'impression, moi, ça sert surtout de ce qu'on appelle ici palanque électorale, hein, c'est-à-dire de faire ce genre de manifestation pour faire la campagne électorale, en fait, pour 2022, parce que c'est bientôt les élections et parce que c'est un peu ce qu'on cherche au travers de ces manifestations. Et il y a de plus en plus de gens qui aussi ont tendance à de moins en moins croire à cette politique traditionnelle, divisée entre droite et gauche, etc. Non mais oui, il y a eu beaucoup de beaucoup, je sais pas, mais il y a eu des manifestations relativement significatives, mais très très pacifiques, qui n'ont pas donné grand-chose, non même au niveau de pression du gouvernement, parce que c'est des manifestations qui se font le samedi après-midi, donc c'est cool, c'est vrai que c'est bien, tout le monde est... tu peux réunir plus de gens, etc., mais tu ne bloques pas l'économie, donc il n'y a pas si tu veux, il n'y a pas encore, on va dire, d'appel à la grève générale. Il n'y a Ouais. pas vraiment un mouvement qui dise bon, faut arrêter, faut virer Bolsonaro tout de suite, tu vois. Non, en fait, ce qu'il fait, j'ai l'impression, la stratégie, c'est de mobiliser tout le monde pour aller voter au PT ou contre Bolsonaro aux prochaines élections. C'est fou ce que ça ressemble à ce qui se passe en Mais, France. mais de ce qui se passe au niveau des Amérindiens, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation, comme je disais, énorme des Amérindiens de plus de
5 000, 6 000 Amérindiens à Brasilia et un silence total de presque tous les mouvements sociaux du PT et autres partis politiques. Et les syndicats là-dedans? Personne n'a rien fait, n'a rien dit, ou très peu, par rapport au mouvement des Amérindiens. Alors pourquoi? Parce que le mouvement des Amérindiens, c'est un mouvement qui est aussi antisystémique, comme le mouvement des Quilombola. C'est-à-dire qu'on remet tout en question, le modèle économique, le modèle scientifique, et on fait une révolution en soi-même, tu vois. Je pense que c'est aussi un danger pour le secteur de la gauche, institutionnel, on va dire. J'ai un peu l'impression, c'est un peu mon analyse, que je me dis c'est quand même pas possible que les secteurs de la gauche, même la gauche révolutionnaire, se manifestent pas quand les Amérindiens ils sont en train de se faire tirer dessus par les flics à Brasilia, tu vois. C'est quand même bizarre, ou très peu, si tu veux. Oui, il y a un député, 2 députés qui vont dialoguer, qui ont déjà une trajectoire beaucoup plus proche des Amérindiens. Ça existe, je ne vais pas le nier, mais c'est pas la majorité. Et est-ce qu'au sein au niveau des mouvements sociaux, ici à Porto Alegre, nous on a fait des vigiles, ce qu'on appelle vigiles contre le marco temporel. Il n'y avait presque aucun mouvement social, presque aucun mouvement social qui participait. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a des députés amérindiens? Oui, il y a une députée fédérale amérindienne, Joemia Wapichana, une députée fédérale. Des députés estaduales, référents à chaque État du Brésil, il y en a aussi, mais je sais, comme il y a beaucoup d'États, je ne sais pas de mémoire. Mais Joemia Wapichana, c'est une députée brésilienne, amérindienne, Wapichana, qui est la seule, qui bien sûr essaye de défendre les droits des Amérindiens. Et il y a même eu une candidate amérindienne aux élections de la dernière fois, là, qui était candidate avec Boulos du PSOL. C'était Sonia Guajajara. Le PSOL, c'est Parti socialiste socialisme et liberté, je crois. C'est en fait un ancien bras du PT qui s'est... D'accord. C'est une décision... un peu plus radicale, quoi. D'accord. Trotskiste, tu dis? Okay. La tradition trotskiste. Ok, ouais, parce que ça... les moins pires, je pense que c'est les moins pires dans le cas de... on va dire. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'ai pas compris ton commentaire. Je suis désolé. Tac. Donc, je pense que là, si vous avez des questions, à moins... Enfin, est-ce que tu as d'autres choses? Ah si, j'en avais une question, c'était au niveau des syndicats. Est-ce qu'il y a des mouvements au niveau des syndicats? Est-ce qu'il existe un syndicat des travailleurs amérindiens? Qu'est-ce qui se fait de ce côté-là? Syndicat des travailleurs amérindiens, j'en ai pas connaissance. Par contre, il y a des Amérindiens qui travaillent, qui font partie des syndicats. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est quelque chose qu'on connaît moins, qui est moins divulgué, mais j'ai travaillé un peu avec ça aussi, avec le travail exploité des Amérindiens. Parce que beaucoup d'Amérindiens qui n'ont pas accès à la terre, qui n'ont pas accès à leur autonomie, ils sont obligés de travailler pour pouvoir survivre. Notamment les travails les moins agréables, on va dire, comme par exemple travailler dans des abattoirs, comme par exemple travailler dans la monoculture de toutes sortes, etc. Et il y a eu des cas d'ailleurs avec le Covid assez trash dans les industries dans les abattoirs, où beaucoup d'Amérindiens ont été virés comme ça sans raison au milieu du Covid, quoi. Sans recevoir rien, sans recevoir ni indemnité, ni rien. Salaire, Et dans ce cas-là, et dans d'autres cas aussi, il y a des articulations entre les représentants des Amérindiens ou les caciques, les leaders, ou les propres travailleurs amérindiens et les syndicats pour essayer de finalement lutter contre l'entreprise. Et ça a donné des résultats par rapport à ce niveau-là, quoi. Au niveau spécifique du travail des Amérindiens. Du coup, sous la même coupe des droits
de tous les travailleurs, quoi. Pas de droits spécifiques pour les Ouais. Amérindiens. Pas à ce niveau-là, de ce que je connais. Après, comme dans plus au nord, il y a aussi plusieurs coopératives de production des Amérindiens. Et du coup, je connais moins comment tout ça fonctionne. Il y a peut-être des cas où il y a des propres syndicats amérindiens qui se créent, mais je jamais T'en as vraiment pas eu entendu parler, quoi. d'en entendre parler ni de lire par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est que oui, il y a beaucoup d'Amérindiens qui, une fois faisant partie du système du travail, se syndicalisent et arrivent finalement aussi à avoir des dédommagements, par exemple, dans le cas d'abus de pouvoir des patrons, etc., etc. Ça arrive souvent. Hein. Parce que bon, les Amérindiens, comme les immigrés, ils sont vus comme des gens qu'on peut jamais, des ignorants, des gens qui n'ont pas accès à leurs droits, etc., etc. Donc on essaye toujours de Exploitable à tirer merci du profit et de les surexploiter. Oui, bien sûr. Ok. Et que dans tout ça, comment est-ce que le mouvement des paysans mouvement des paysans sans terre, donc qui date plutôt des années 80 et 90, euh, euh, qu'est-ce que ce mouvement-là fait? Parce que il me semble qu'à la base, c'est des Amérindiens qui l'ont lancé, ce mouvement, ou je me trompe? Ou c'est comme Non, SOS Racisme en France? c'est pas des Amérindiens qui l'ont lancé ce mouvement. Parce que, je sais pas si j'avais Ok. raconté cette histoire la dernière fois. Ici, dans le sud du Brésil, je parlais des premières récupérations de terre. Bon, et voilà, une des premières récupérations de terre qu'il y a eu, c'était dans les années 70, fin des années 70, dans une terre qui s'appelle Terra Indigena Nonoai. Non. Et dans cette terre-là, en fait, il y avait des invasions de petits producteurs, non, de petits agriculteurs. Et toutes ces personnes-là ont été virées par les Amérindiens parce qu'ils ont récupéré leurs terres. Ils ont brûlé les écoles, ils ont fait une action directe de récupération de terres et voilà, tout le monde est parti. Donc ces petits agriculteurs-là qui n'avaient pas de terre et n'avaient pas où aller ont commencé à s'installer et à faire leur première récupération de terre et à créer le mouvement des sans-terre. LMA, c'était. C'est à partir de là que ça se crée et après, voilà, il y a plusieurs D'accord. Donc le le mouvement mouvement, sans terre est fort au nord-est, dans donc plusieurs endroits le entiers. mouvement sans terre, c'est un mouvement de blancs, quoi, enfin de non-amérindiens, on va dire, expulsés par les Amérindiens et qui du coup ne se sont pas retournés contre les Amérindiens, qui ont analysé la situation en se disant on va essayer de reconquérir des terres sur les gros propriétaires plutôt. Alors, c'est un peu rapide parce que le mouvement des sans-terre, je ne le connais pas de forme détaillée, mais c'est pas seulement, ils n'ont pas été virés par les Amérindiens seulement. C'est un processus beaucoup plus compliqué de formation. C'est des gens des classes les plus basses, souvent dans le sud, souvent descendants d'immigrés européens qui sont venus au milieu des années au milieu du Du 20e, euh, 19e siècle, 19e. 1840 à partir de là, et après aussi, et qui ont commencé à s'organiser pour pouvoir récupérer, oui, les terres des grands propriétaires terriens, du latifundio. Et après, il y a, alors je sais pas, mais je pense qu'il y a eu quelques conflits entre petits agriculteurs et amérindiens parce que c'est toute une stratégie de l'État en fait ça, de diviser les petits pour pouvoir régner, non. Mais bon après parce qu'en fait Lula et le PT étaient très alliés au mouvement sans terre. On fait partie d'ailleurs, etc. Donc une fois qu'il y a eu la gestion du PT installée au pouvoir, il y a eu quand même on va dire, perte de la combativité du mouvement sans terre. Moi, j'ai un peu la pression. Et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, alors qu'ils sont totalement, la plupart sont attaqués, sont dépossédés aussi, parce que le gouvernement Bolsonaro, il n'aime pas forcément le mouvement sans terre non plus. Et ils ont des difficultés à pouvoir lutter aussi. Mais le mouvement sans terre a été très fort, non à une époque au Brésil et dans le sud du Brésil aussi. Et il continue à finalement être un des mouvements de résistance
et d'action directe aussi très important au niveau rural, au Brésil. Plusieurs actions ont été faites qui montrent vraiment l'importance et la pertinence de leur lutte, c'est clair. Et un des défis, je pense, aujourd'hui encore, c'est de pouvoir articuler la lutte des peuples ruraux, campones, qu'on appelle ça. Campones. Ouais, des peuples... La campagne, enfin, Oui, bref, il y a un mot en français. Et amérindienne, parce qu'en fait, oui. Au-delà de l'identité amérindienne et des particularités, il y a une lutte de classe commune, quoi. Et aussi avec les quilombolas. Faire cette articulation-là, elle est importante. Il y a pas un mouvement, mais une articulation au Brésil intéressante qui naît depuis quelques années, qui s'appelle la Teia dos Povos. Teia dos Povos, ce serait le réseau des peuples, qui cherche justement une articulation et une alliance entre peuples amérindiens, peuples quilombola et peuples campagnards, si on peut dire, je sais pas comment dire, mais ruraux, voilà, qui produisent en fait, qui vivent de la terre, etc. À partir d'une perspective qui soit pas productiviste, qui soit pas de destruction, etc. Pour pouvoir s'allier et confronter, voilà, le capital dans toutes ses formes, on va dire. Alors, qui a pour principe l'autonomie alimentaire, l'autonomie oui, hydrique. On n'est pas sur du productivisme, on est sur je ne sais plus, moi non plus, du coup, enfin sur de l'autonomie alimentaire, quoi. Ouais, et puis des échanges commerciaux entre petits producteurs, on va dire. Oui, ça c'est pas nécessairement du capitalisme sauvage et voilà. C'est pas non, c'est un peu du fédéralisme en fait, si tu reprends les termes de la philosophie politique. Qu'est-ce que t'en dis donc qui pose pas mal de questions depuis tout à l'heure, enfin qui commande beaucoup, a des liens privés avec ça. Vivrière, merci Skochko. Qui du coup connaît assez bien le Brésil, explique qu'a priori les Sans-Terre ils ont été très déçus par Lula. Mais il faut dire que Lula n'a jamais eu de majorité parlementaire assez fort pour avancer sensiblement. Non mais je t'en prie, qu'est-ce que t'en dis? Tu es tout à fait bienvenu. Moi je pense que j'ai à peu près couvert voilà. Est-ce que dans le chat il y a des gens qui ont des questions spécifiques? Est-ce que Clémentine, tu veux rajouter des choses? Des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Non, je sais pas. C'était, comme j'avais dit, l'idée à l'époque, c'était de lancer un appel, mais un peu rapide de soutien aux peuples amérindiens qui étaient en lutte à Brasilia. Maintenant, tout est un peu redescendu, mais je pense que c'est important aussi de rester attentif à ce qui va se passer parce que on n'est pas sorti d'affaire et je pense que c'est bien possible que le marco temporal soit voté. Et dans le cas où il est voté positivement, c'est-à-dire que là, on aura besoin, dans tous les cas, du soutien au niveau international. L'Assemblée, elle change quand? Parce que je sais que c'est 4 ans le mandat présidentiel. Mais pour l'Assemblée, ça doit être 4 ans aussi, je suppose. Et c'est le Congrès. L'Assemblée, c'est les députés, non? C'est le Congrès des députés. Les députés, c'est 4 ans aussi, je crois. Je ne sais même pas te dire, mais je pense que oui, plus ou moins. Ouais. Je pense qu'ils ont tous changé avec Bolsonaro, la plupart. D'accord, ok. Donc tu saurais pas me dire, parce que l'année prochaine, du coup, il y a la présidentielle. Ouais, je crois, ou alors c'est intercalé, je sais plus exactement. D'accord, donc qu'est-ce que t'en dis est au courant, il nous dit que non, c'est en même temps a priori. Il peut te répondre, je pense. Ouais, non, mais voilà, il me répond, c'est en même temps. Donc l'année prochaine. Voilà. Ils ont tous changé là avec Bolsonaro, ils vont changer aussi, peut-être. Alors il y a une question, je vais la relayer telle quelle parce que je ne sais pas de qui ça parle, mais tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Qu'est-ce que t'en dis? Qui demande si pour toi Pierre Clastre c'est has-been ou c'est encore assez valable scientifiquement? Je sais pas qui est Pierre Clastre. Est-ce que tu peux m'expliquer? Pierre Clastre, c'était un anthropologue, plus ou moins anarchiste. En fait, il est très en vogue en ce moment au Brésil parce qu'il y a toute une théorie anthropologique avec un anthropologue
la personne qui a posé la question doit l'avoir connu, qui s'appelle Eduardo Viveros de Castro, qui a inventé, entre guillemets, parce qu'il se base quand même sur les savoirs des Amérindiens, et sur Deleuze et Guattari, ce qu'on appelle la virée ontologique, non toute l'idée que en fait, les Amérindiens possèdent une philosophie différente de la philosophie occidentale et que il faut pouvoir la comprendre, blablabla, et qu'elle est basée sur non pas sur sur l'existence d'une nature et plusieurs cultures, mais de plusieurs cultures et une seule nature. Après, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez complexe, mais c'est assez en vogue Pierre Clastre parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui, selon moi, sont beaucoup plus des chercheurs d'ordinateur que des chercheurs ou des chercheurs de bibliothèque que des chercheurs de terrain. Essaye de lier Ça n'empêche pas d'être un bon chercheur, mais très bien. La sociologie contre l'état de Pierre Clastre avec le perspectivisme amérindien. Après, il y a des choses super intéressantes dans Pierre Clastre. Hein. Je pense que tout le monde qui finalement passe un temps et cohabite avec les Amérindiens voit que oui, il y a plusieurs choses intéressantes, même au niveau des récupérations de terres. On voit que finalement, la multiplication des récupérations de terres dans plusieurs peuples amérindiens, c'est une forme de décentraliser le pouvoir, non aussi. Ou de ne pas se laisser capturer par un pouvoir central. Après, ça a ses limites. Hein. Ça a ses limites essentialistes. Ah oui, déjà, c'est un gros problème, ça, mais... Oui, bah, c'est un gros problème. Moi, je suis beaucoup plus penchée sur une recherche qui soit plus minutieuse et plus dynamique que à faveur des grands thèmes généraux, généraux dans le sens général, hein, des termes on va dire des modèles qui puissent s'appliquer à tout et n'importe quoi. Ouais. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qui est en train de devenir le modèle clastrien ou le modèle de Viveros de Castro. Enfin, d'accord. Ok. Bah, écoute, je pense que la richesse de l'anthropologie, justement, c'est de ces modèles, tu vois, et d'inventer d'autres modèles, justement, à partir des connaissances et des expériences des Amérindiens ou des populations humaines, parce que nous, finalement, on étudie les humains. Et oui, des humains qui sont dans un contexte social et qui ne sont pas une essence. Historique. Et historique. Oui, et historique, oui. Écoute, pour moi c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu reparler de tout ça. Et en fait, je suis en train de me dire, et je vais parler à toi et au chat en même temps. J'ai ouvert les vendredis matins à la possibilité de chronique entre 5, 10, 15 minutes pour les gens qui auraient des choses à dire sur le sujet que vous voulez. Et en fait, je me dis, je te fais l'invitation à toi et à tes camarades. Si vous voulez... alors, il y a une dernière question apparemment. Pareil, hein, je la comprends pas, mais je la transmets. Éventuellement, peut-être que tu pourrais nous donner des nouvelles, peut-être par des chroniques courtes, tu sais, un message court. Moi, je m'occupe de... Tu peux partir dans tous les trucs que tu veux. Moi, je m'occupe de recouper le truc s'il faut. Qui pourrait être diffusé de temps en temps le vendredi matin, histoire d'avoir un peu de nouvelles de tout ça. Parce que, bon, on a fait 2 interviews, je pense que là, on a quand même globalement saisi les tenants et aboutissants de tout ça, mais histoire de mettre à jour sans forcément te mobiliser pendant plusieurs heures et tout ça. Est-ce que ça t'intéresse ou non? Mais oui, bien sûr, pas de problème, on peut faire ça. Va sans doute y avoir des nouvelles dans pas longtemps, je pense. J'espère aussi que les choses vont bouger. Et puis, le mouvement amérindien, il continue de se mobiliser au niveau local. Hein. Ce qui se passe beaucoup, c'est des blocages de routes en protestation contre toutes ces politiques-là. Donc, l'avantage des chroniques courtes, c'est que je pourrais les diffuser plus facilement sur les réseaux, notamment. Mais effectivement. Ouais. Alors, du coup, la question, plutôt Caetano Veloso ou Gilberto Gil? Je te transmets tel quel. Hein.
C'est deux musiciens brésiliens, je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien les deux en plus, donc je saurais même pas quoi répondre. Joker, donc. Mais Gilberto Gil, ouais. Alors attends, il y a eu une Voilà. coupure de son. Ah bon? Ouais. Tu m'entends là? Ouais, non, mais je t'entends, mais effectivement, mais alors attends. Tu me rappelles le genre Alors là, il y a politiquement. un message personnel. C'est Jonathan du lycée. Alors écoute, Jonathan du lycée. donc toi, puisqu'on était en partie au lycée ensemble. Ok, c'est du troll. C'est du troll. Très bien. Laisse tomber. Ah. Laisse tomber. Faudrait que tu m'expliques le langage un peu là, parce que je connais pas le langage. Ouais, je C'est sais du pas. troll par exemple, je comprends pas. C'est du troll, c'est... alors, bah, du coup, je vais t'expliquer le langage des Jones. Le troll, c'est quand quelqu'un... c'est une blague. Ok. Fais attention, Jonathan, on a le ban facile ici. C'est quand quelqu'un fait soit une blague pourrie comme ça, en disant quand on s'embrassait à l'arrière du bus, voilà, donc tu vois, c'était ce type de message. Alpha Beta donne une très bonne définition. Un troll, c'est un clown pas drôle. Donc ça, c'est une blague anecdotique, mais ça peut être aussi beaucoup plus violent. Ça peut être l'extrême droite qui vient sur le chat Oui, spammer avec des messages haineux ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui, on en a beaucoup ici, non? Aussi. Ouais, bah, je m'en doute, ouais. Jonathan, ne le prends pas personnellement, hein. Si c'était juste une blague, ça va, ça passe. Mais il y a suffisamment de fachos pour que le ban soit facile. Donc c'est d'où ma réaction. Ne le prends pas personnellement, c'est simplement une question de gestion d'un stream. Merci beaucoup. On se retrouve De du rien. coup une prochaine fois par message et je crois qu'il y a du vent chez toi. Puis il a commencé à pleuvoir et tout mon linge est mouillé. Alors, il y a des gens qui te disent bravo et trop la classe. Voilà. Et du coup, merci beaucoup. Et j'attends tes chroniques. C'est un contrat. Tu l'as passé devant 30 personnes. Merci beaucoup, Clémentine. À bientôt. De rien, à bientôt et puis merci pour l'écoute. Je t'en prie. Abonnez-vous et partagez.